généralités sur les éléments traces, suivi d'un exposé de Bruno Canus sur l'état de la réglementation, notamment en France sur les éléments traces, dans les sols, dans les matières fertilisantes et les végétaux. Puis après, nous aurons 2 exposés sur les analyses de terres et de végétaux, par Annie Guérin et Pierre Masson des laboratoires d'analyse, INRAE, et je terminerai par une présentation qui expliquera notamment, la compréhension de ces analyses. Voilà, donc un travail plutôt sur la compréhension de ces analyses. Donc, comme, Lionel Jourdan vous a expliqué, donc toutes les questions seront via le chat et on essaiera d'y répondre, à la fin de cette, première partie. Voilà, donc, je laisse la place à Laurence Denex pour le premier exposé, plus général. Merci Valérie. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour tout le monde. Donc, j'espère que ça marche bien. Je passe en plein écran. C'est bon, Laurence. Donc, là, j'ai la charge d'ouvrir cette journée avec des généralités, donc pour vous donner des notions de base sur les éléments traces qui sont oligoéléments et contaminants, comme l'a dit Lionel. Alors tout d'abord, nous allons commencer par des définitions. Les éléments traces sont des éléments, donc ils ne sont pas dégradables, et ils sont définis comme traces quand leur concentration est inférieure à 0,1% de la masse du sol. Deux catégories dans ces éléments, soit ils sont nécessaires au fonctionnement physiologique, et dans ce cas-là, on les appelle oligoéléments, mais même s'ils sont nécessaires, ils sont toxiques au-delà d'un certain seuil. Et là, on va retrouver des éléments tels que le cuivre, le zinc ou le manganèse, dont vous entendrez beaucoup parler aujourd'hui. Et puis, il y a des éléments qui n'ont aucune fonction physiologique connue. Donc, ces éléments sont toujours toxiques. Ils sont dits non essentiels. Alors, la différence entre ces éléments se résume dans les deux petits graphiques que vous voyez ici. Pour les éléments oligoéléments, éléments essentiels, il y a une certaine dose en deçà de laquelle on a des phénomènes de carence et donc la réponse biologique se passe mal, et quand on augmente la dose, on améliore cette réponse biologique jusqu'à atteindre une normalité. Mais pour les deux catégories d'éléments, on a à chaque fois un niveau au-delà duquel on a des phénomènes de toxicité qui apparaissent et qui peuvent aller jusqu'à la létalité. Alors, la première question, c'est d'où viennent ces éléments traces, et en particulier dans les sols agricoles. Ces éléments traces, ils ont une origine naturelle. Ils sont naturellement présents dans les roches, donc présents dans les sols via l'altération. Ils sont aussi présents lors des éruptions volcaniques et ils vont donc retomber naturellement sur les sols. Mais à cette origine naturelle s'ajoute une origine anthropique liée à l'activité industrielle. Et là, on va avoir des émissions anthropiques diffuses liées à différents types d'énergie ou d'industrie, et également aux activités minières. Et tout ceci va augmenter donc la pollution atmosphérique et les retombées atmosphériques. Et sur les sols agricoles, on a en plus les éléments traces qui sont présents dans les intrants, qui vont venir s'ajouter à ces contaminations diffuses. Les retombées atmosphériques sont suivies à l'échelle européenne et même mondiale, et ces suivis nous permettent d'avoir une modélisation donc des retombées pour les éléments cadmium, plomb et mercure. Et là, vous avez par exemple une carte européenne des retombées de cadmium qui met bien en évidence le fait que ces retombées sont les plus importantes dans les régions les plus industrialisées et les régions minières. À partir de ces données, récemment, il a été recalculé par pays les retombées moyennes sur les différents types de cultures. Et là, vous voyez donc pour la France les retombées atmosphériques pour le cadmium sur les zones de grande culture. Donc, pour ces retombées moyennes, on a
la valeur de 7,4 grammes par kilomètre carré et par an, qui fluctue dans une fourchette entre 2 et 43 grammes par kilomètre carré et par an. L'atmosphère est suivie, donc la contamination de l'atmosphère est suivie, mais la contamination des sols est aussi analysée, en particulier grâce au réseau de mesure de la qualité des sols. Et vous avez ici le résultat qui est la cartographie nationale de la contamination en cadmium. On voit apparaître donc sur cette carte des zones qui sont plus riches en cet élément. Et finalement, si on compare ces zones avec la carte géologique de France, nous voyons clairement apparaître le fait que ces zones qui sont plus fortement contaminées correspondent aux couches en bleu sur la carte géologique, à savoir les roches de calcaire jurassique. Donc, en fait, pour cette carte de cadmium, les teneurs observées s'expliquent en partie par la composition de la roche-mère des sols. Si on regarde cette fois le cuivre, on va avoir une autre origine, puisque vous voyez ici donc les contaminations les plus élevées en cuivre qui sont représentées en jaune, donc par exemple dans le Languedoc-Roussillon, dans le Bordelais, dans le Cognacais ou en Bretagne. Et finalement, si on compare avec les usages agricoles majoritaires, on va avoir donc une prévalence des fortes concentrations en cuivre qui vont se retrouver dans les zones à forte activité viticole suite à l'épandage de fongicides cupriques en agriculture ou les régions à forte activité d'élevage, en particulier d'élevage porcin, suite à l'épandage de lisier. Donc, effectivement, certains intrants agricoles contiennent des éléments traces. Et là, je vous présente pour le cadmium et le cuivre la part des différentes sources de contamination des flux entrants sur les parcelles agricoles, telle qui a été calculée par une étude ADEME à l'échelle nationale. Donc, vous voyez que pour le cadmium, la part la plus importante vient des engrais minéraux, et en particulier des engrais phosphatés, comme nous allons le voir par la suite. Et l'autre part importante vient des effluents animaux. Pour le cuivre, cette fois, comme nous venons de le voir sur la carte, la part la plus importante revient des effluents animaux, et en particulier des lisiers. Et l'autre grande partie de ces apports revient des produits phytosanitaires, et en particulier l'application de cuivre pour lutter contre certaines maladies fongiques. Donc, dans ces intrants agricoles, et en particulier engrais et amendements, les concentrations sont variables. Elles vont être élevées en arsenic dans les phosphates et les effluents d'élevage. Pour le cadmium, on va retrouver également les phosphates, quelle que soit leur forme. Pour le cuivre, on en a parlé, ce sont les lisiers de porc qui vont présenter des concentrations extrêmement élevées. On retrouve également dans ces lisiers des concentrations très élevées en zinc. Le zinc se retrouve en forte concentration également dans les phosphates. Et pour le plomb, les concentrations les plus élevées vont être retrouvées dans les effluents d'élevage. Alors, ces retombées atmosphériques, ces intrants agricoles arrivent sur la surface du sol, et le sol, le problème, c'est que c'est un compartiment accumulateur en éléments traces. Alors, je vais vous l'illustrer par deux exemples. Le premier exemple concerne le plomb et a été réalisé donc, sur l'essai des 42 parcelles de Versailles en utilisant les sols témoins qui n'ont jamais reçu autre chose que des retombées atmosphériques depuis 1929. Donc, on a repris des échantillons qui ont été collectés depuis 1929 pour analyser les concentrations en plomb, et on voit très clairement une augmentation de ces concentrations en plomb dans la couche superficielle de ces sols, qui est le résultat de l'accumulation du plomb d'origine atmosphérique liée à la contamination de l'atmosphère
par le plomb issu des essences suite à l'utilisation du plomb comme antidétonant dans les essences. L'autre exemple qui vous sera détaillé cet après-midi par Buena Lindfeld concerne le cuivre. Donc, l'équipe de Buena Lindfeld a pu, grâce à un traçage isotopique, tracer donc le devenir du cuivre qui était épandu sur un bassin versant et démontrer que seulement 1% des apports annuels étaient exportés par ruissellement. Le reste allait rester donc, dans les sols. Alors ça, cela nous conduit à finalement une accumulation et un cumul d'accumulation sur les années. Et là, je vous présente le résultat donc, de différentes études réalisées sur des sols viticoles sur donc, différentes appellations sur toute la France, en agriculture, en viticulture conventionnelle ou en viticulture biologique, où on a essayé de relier la concentration mesurée aujourd'hui avec le nombre d'années que les sols avaient été cultivés, où les sols avaient été cultivés en viticulture. Et là, on voit très clairement qu'on a un lien entre ce temps viticole du sol et sa concentration en cuivre aujourd'hui. Donc la teneur mesurée aujourd'hui s'explique bien par ce cumul de quantité de fongicide cuprique qui a été apporté, sachant qu'en plus, les pratiques anciennes donc conduisaient à des apports beaucoup plus importants que les pratiques actuelles. Pour vous donner un exemple, on a retrouvé donc, dans des historiques de traitement au début du XXe siècle, des quantités qui étaient couramment apportées de 50 kg de cuivre par hectare et par an, alors qu'aujourd'hui, seulement 4 kg de cuivre par hectare et par an est autorisé. Donc, ces activités agricoles, ajoutées aux retombées atmosphériques, vont induire un cumul dans les sols. Et pour illustrer cette évolution, nous allons revenir sur l'essai des 42 parcelles de Versailles, où pendant plus de 80 ans, on a épandu certains engrais ou amendements sur les mêmes parcelles et on a également collecté donc, des échantillons. Donc au bout de 80 ans, un bilan a été fait qui nous montre très clairement le fait qu'on va avoir pour certains intrants un enrichissement en éléments traces. Vous avez ici l'exemple du cadmium, pour lequel on a un enrichissement quand on a eu un apport de phosphate naturel ou de superphosphate, et également un apport de fumier. Par contre, on a également vu un effet de diminution de ces concentrations dans les horizons de surface, dans les sols qui avaient été amendés avec des engrais qui étaient acidifiants. Alors, ce n'est pas que le cadmium a disparu, c'est simplement le fait qu'à pH acide, les éléments tracés, en particulier le cadmium, ont tendance à être plus mobiles et ce cadmium a donc migré vers les horizons plus profonds. Un autre élément qui est peu regardé et qui a été regardé dans le cadre de cette étude est l'uranium. Et là, on voit également que l'apport de phosphate, que ce soit des phosphates naturels ou des phosphates type superphosphate ou phosphate d'ammoniac, on a dans les deux cas un enrichissement en uranium des parcelles. Une autre étude réalisée cette fois à l'échelle européenne sur différentes exploitations agricoles, donc l'étude Aromis, a montré que pour la plupart des éléments traces, les apports les plus importants provenaient des engrais minéraux, des boues d'épuration et des effluents animaux, excepté pour le cas du cuivre, où là, on va avoir donc, la problématique des produits phytosanitaires à base de cuivre. Donc, ces trois sources sont les sources les plus importantes et cette étude a également confirmé le fait que les flux vers les nappes étaient
très faible par rapport aux quantités apportées, ce qui donc confirme le caractère de compartiment accumulateur du sol. Cependant, dans ces études, il manquait, pour compléter le bilan, les exportations par les cultures. Donc, nous avons réalisé ces bilans à la parcelle dans le cadre du réseau Casaprov pour différentes cultures, du blé dur, du blé tendre et du tournesol, en agriculture conventionnelle ou biologique et avec différents types de fertilisation. Il apparaît que lorsque l'on a une fertilisation uniquement azotée, on est systématiquement en déficit de cadmium, de cuivre et de zinc. Ça veut dire que les exportations liées aux cultures sont supérieures aux apports par les intrants et les retombées atmosphériques. Par contre, quand on apporte une fertilisation organique, que l'on soit en agriculture conventionnelle ou biologique, on est systématiquement en excédent de cadmium, de cuivre et de zinc. Et lorsqu'on apporte une fertilisation phosphatée, que ce soit sous une forme couplée en fertilisation en engrais, donc triple NPK, ou une fertilisation uniquement phosphatée, avec des phosphates naturels comme en agriculture biologique, on voit que dans ce cas-là, on est systématiquement en excédent de cadmium, mais en déficit de cuivre et de zinc. Alors ces éléments qui arrivent dans les sols, où vont-ils se retrouver? Ils vont se distribuer sur différents compartiments et s'associer à différents constituants dans le sol. Ils vont se retrouver sur les argiles de type phyllosilicate, les oxydes, la matière organique. Ces constituants étant chargés négativement, ils vont pouvoir fixer des cations par simple interaction électrostatique. Et là, ces éléments qui seront fixés de cette manière pourront facilement être mobiles et s'échanger avec d'autres cations pour passer dans la solution du sol. Les éléments peuvent également être présents sous forme de complexes sur la matière organique ou sur les oxydes. Là, la mobilité sera beaucoup plus faible. Ils peuvent précipiter, notamment dans les sols carbonatés sous forme de carbonate, mais aussi sous forme de sulfure et de phosphate. Là, leur mobilité sera également faible. Ils vont être prélevés, et en particulier pour les oligo-éléments, ils vont être prélevés par les êtres vivants et donc incorporés dans la matrice vivante, et ils retourneront au sol lors de la mort des organismes vivants. On considère qu'on a ici une mobilité qui est moyenne. Et puis, s'ils sont inclus dans des minéraux, dans ce cas-là, ils vont avoir une très faible mobilité puisqu'il faudra dissoudre ces minéraux, notamment les silicates, pour qu'ils passent dans la solution du sol. Ces éléments donc vont avoir une mobilité qui va dépendre de leur localisation initiale et des conditions physico-chimiques, et en particulier des cations compétiteurs qui peuvent être présents dans la solution du sol, dont le proton, donc l'importance du pH, mais aussi de la matière organique dissoute qui peut être présente en solution. Pour aller un petit peu plus dans le détail, en fait, donc ces éléments traces, et là je vous l'illustre avec le cadmium, sont fixés dans la phase solide du sol sur la phase minérale ou la matière organique, et ils vont être en équilibre avec dans la solution du sol, avec les formes chimiques qui sont présentes dans la solution du sol. Et dans cette solution du sol, on peut avoir également des formes chimiques différentes, en particulier des éléments traces sous forme ionique ou des éléments traces sous forme de complexes, notamment avec des anions ou de la matière organique soluble. Alors pourquoi ceci, donc tous ces échanges, vont être dépendants des compétitions avec les cations, comme on vient d'en parler, notamment la compétition avec le proton, d'où un effet pH, les éléments traces étant plus mobiles à pH acide. Alors, pourquoi on s'intéresse aux formes chimiques et à la forme ionique? Parce qu'on considère que l'absorption qui est réalisée par la majorité des organismes vivants, et en particulier par les plantes, va se faire sous une forme ionique.
Cette forme ionique est réalimentée par la solution du sol, par des phénomènes de diffusion et de convection. Mais l'organisme vivant peut également excréter des cations ou des anions et donc jouer sur les mécanismes physico-chimiques à l'interface. Quand on comprend donc la complexité de ces phénomènes, il apparaît clair que on ne peut pas relier directement une concentration dans un organisme vivant ou un effet dans un organisme vivant à une concentration totale dans le sol. Mais il faut parler de biodisponibilité et pour cela, étudier les mécanismes qui vont nous faire passer de la concentration totale à cette fraction ionique dissoute dans la solution du sol, fraction que l'on considère absorbable par les organismes vivants et en particulier les plantes. Tous ces processus correspondent à la disponibilité environnementale telle que définie par la norme ISO 17402. Mais pour qu'un élément soit considéré comme biodisponible, il faut qu'il soit absorbé par l'organisme de manière active ou passive. Et on a vu que ces organismes peuvent eux-mêmes jouer sur les processus physico-chimiques à l'interface. Donc, on va avoir des processus qui vont être différents dans ces interfaces, notamment au niveau de la rhizosphère. Donc, tous ces processus sont ceux qui sont liés à la biodisponibilité environnementale. Une fois dans l'organisme, l'élément va être sous une forme dissoute, mobile dans l'organisme, ou se sorber sur des membranes, par exemple, et donc être immobile. Cela va conduire à une accumulation, mais l'organisme peut également excréter une partie des éléments qui auront été absorbés. On pense facilement au ver de terre qui va accumuler, mais qui va aussi excréter donc, des turicules. Donc, une partie des éléments traces partira dans cette excrétion. Et le bilan entre accumulation et excrétion va nous donner donc une teneur dans l'organisme qui va conduire à un effet toxique si ces éléments sont sous une forme toxique. Donc, tous ces processus qui compliquent encore le système sont liés à la biodisponibilité dite toxicologique. Quantitativement, on a donc la biodisponibilité environnementale qui est un potentiel, la disponibilité environnementale qui est un potentiel qui va se réaliser au travers d'un organisme vivant par la biodisponibilité environnementale, et la toxicité donc sera une quantité encore plus faible, la toxicité sera exprimée par une quantité encore plus faible et définira la biodisponibilité toxicologique. Donc, pour conclure cet exposé, nous avons vu que les éléments traces étaient naturellement présents dans l'environnement et qu'ils sont toxiques à forte concentration. Ils sont apportés par des contaminations anthropiques et du coup, ils s'accumulent dans les sols sur des temps longs. L'historique d'usage des parcelles permet donc de comprendre les contaminations mesurées aujourd'hui. Et suivant les pratiques et les cultures, les flux agricoles vont entraîner une contamination diffuse qui pourra avoir des effets délétères sur le long terme. Plus que la concentration totale, c'est la forme chimique de ces éléments qui va déterminer leur disponibilité et leur toxicité potentielle. Et on a vu l'importance du pH et d'autres paramètres qui vous sont détaillés dans cette journée. Donc la gestion agronomique de ces paramètres physico-chimiques des sols va permettre en partie de contrôler la phytodisponibilité. Excusez-moi. Je vous remercie. Donc merci Laurence. Donc